Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, le Hub créatif de Seraing, c'est quoi? C'est un connecteur de personnes, d'idées, de projets. Et on y parvient via 3 grandes actions. En organisant déjà des rencontres conférences comme ce soir, des groupes de travail, ou encore on peut vous accompagner pour aller plus loin, pour vous aider à aller plus loin dans vos projets et dans vos idées, avec toujours 3 mots-clés: l'innovation, la créativité et l'entrepreneuriat. Que ce soit au niveau des thématiques, mais aussi des méthodes qui se veulent créatives et innovantes, et le tout, bien sûr, au bénéfice de Seraing. Alors, ce soir, c'est un rendez-vous un peu particulier pour au moins 3 raisons. La première, c'est la première conférence du Hub créatif de Seraing, donc on inaugure ensemble la saison. La deuxième, c'est qu'on accueille un expert suisse, qui est par contre resté en Suisse, mais qui est bien là, Antoine Au-dessus, que je présenterai plus tard. Et enfin, c'est une conférence qui est co-organisée avec UIA, A Place to Become, qui est en fait un projet pilote qui est mené à Seraing et qui vise à redynamiser le quartier du centre de Seraing et à recréer du lien social. Donc, il y a un enjeu d'autant plus important aujourd'hui qu'on est un peu invité au chacun chez soi, mais qui du coup met aussi parfois en difficulté le projet. Mais ça, j'invite pour Julien, Laurane et Sandrine à s'identifier dans le chat, qui sont les porteurs, en tout cas les coordinateurs du projet UIA. Durant cette conférence, on va aborder un des aspects du projet UIA, qui est la mise à disposition future de lieux par la ville de Seraing, que ce soit pour les citoyens, pour les associations, les entreprises et tout acteur intéressé. Mais bon, là, on est vraiment au début du processus et l'idée ce soir, c'est de pouvoir initier la réflexion sur qu'est-ce que ça pourrait être ces lieux à Seraing ou même ailleurs dans d'autres villes similaires, et donc voir leur utilité ou pas, finalement, leur usage, etc. Et donc, ce soir, pour nous inviter, vous voyez qu'on a un panel d'experts. Déjà, merci à eux d'avoir répondu présent. Nous avons Antoine Buret, donc je disais l'expert suisse en tiers-lieux, qui a notamment travaillé à introduire ce concept-là dans les politiques publiques et dans le monde académique, qui est aujourd'hui chercheur à l'Université de Genève et qui a l'initiative, en tout cas impliqué dans de nombreux projets collaboratifs en Suisse et ailleurs d'ailleurs, visant à la transition et au développement des territoires. Nous accueillons aussi une personne de terrain, Aurélie Portois, qui est du coup porteuse de tiers-lieux, notamment le 54 dérivations à Liège et l'heure des communs 11h22. Nous accueillons aussi Christine Ruel, qui elle est ingénieure, architecte, urbaniste et chercheuse à l'ULiège, dans l'unité de recherche Le Léma, qui est d'ailleurs partenaire du projet UIA et qui s'intéresse notamment aux dynamiques urbaines et aux questions de participation citoyenne. Et enfin, last but not least, on accueille Pavel Kunitz, qui est architecte, sociologue et aspirant FNRS avec une sensibilité du coup pour les tiers-lieux et qui a accepté ce soir de jouer le rôle de l'animateur modérateur lors du débat. Merci Manon. Bonjour à tout le monde et merci d'être présent. Je suis heureux d'être là. Je ne suis pas un expert du tiers-lieu, très loin de là, et je pense qu'Antoine pourra tout à fait compléter, critiquer et amener plein de choses à ce que j'ai pu dire. Mais voilà, mon rôle ici va être d'abord de peut-être présenter un premier tour de table, enfin un premier aspect de ce que peut être un tiers-lieu dans son concept, dans son arrivée. Alors, le tiers-lieu, c'est un concept qui a d'abord été mis en place par Ray Oldenburg aux États-Unis dans les années 80, d'abord dans un article qui s'appelle The Third Place, donc le troisième lieu, et qui signifie bien ce troisième lieu qui est il identifie des lieux qui sont entre la maison, le domicile et le travail. C'est un concept qui, évidemment, je pense, il faut le rapporter à son époque et à son lieu géographique. C'est-à-dire que on parle bien d'un concept qui est américain. Ray Oldenburg est américain dans les années 80. Donc, il vit aussi, il a vécu une partie de sa vie dans les suburbs américains aussi. Et donc, il identifie à cette époque-là, à cet endroit-là. Est-ce que tu peux revenir juste avant Merci. Donc, il identifie à ce moment-là un problème, un manquement
qui est celui de… on est enfermé chez soi, dans sa bulle particulière, on est enfermé dans son domicile, dans son travail, où on fréquente toujours les mêmes personnes et où on est un travail qui peut être aliénant aussi. Encore une fois, dans les années 80, il y a certaines dynamiques qui sont en place. Et entre les deux, finalement, est-ce qu'on identifie qu'il n'y a plus beaucoup de choses, alors que dans d'autres sociétés, il a existé, il existe des troisièmes lieux sur lesquels il faudrait mettre plus d'importance. Là, on peut se switcher, Manon. Manon, suivant, s'il te plaît. Merci. Et donc, il va identifier ces lieux, ces troisièmes lieux qui seraient des lieux de rencontre, des lieux où la rencontre est centrale, une rencontre qui se fait par choix, par-delà les divisions sociales et culturelles. Il va dire « Home alone does not a community makes ». Donc, le domicile, la maison ne fait pas une communauté finalement. Il faut autre chose. Il faut des lieux où on se confronte à la différence. Alors là, je vous mets une illustration je vous ai mis des illustrations de séries américaines parce que c'est un concept américain et je trouve que ça illustre assez bien les prémices finalement de la chose. Là, ici, Community qui se centre justement sur cette question d'inconnus qui se rencontrent et qui, autour d'une tâche, vont finir par créer du lien. On peut aller à la suivante. Et donc, ces troisièmes lieux, ce sont des lieux dits par Oldenburg de repos, d'évasion par rapport au domicile et par rapport au travail. Ce sont des lieux de sociabilité pure, donc des lieux où on est là d'abord pour échanger, des échanges qui sont informels, qui peuvent prendre plein de formes. Des lieux de rencontres fortuites, c'est-à-dire qu'on y rencontre des gens qu'on n'aurait pas rencontrés ailleurs, qu'on n'aurait peut-être pas eu même idée de rencontrer, à qui parler. Puis finalement, ce sont des lieux qui sont accessibles et appropriés par ses habitants. Donc, tout ça, c'est Oldenburg qui va le décrire. Donc, on peut switcher. Et donc, ces lieux-là, pour lui, ce sont des lieux de bar, des lieux, les cafés parisiens ou viennois, les bars tels qu'on les connaît, les general stores aux États-Unis ou les diners américains, qui sont des lieux où on va aller peut-être pour consommer, pour manger, mais d'abord peut-être pour échanger, pour rencontrer des gens, pour avoir des conversations, se sortir de son domicile et de son travail à la fois, et à partir desquels peuvent se tisser d'autres choses vers lesquelles on va créer d'autres liens. Évidemment, le concept il a évolué. Ça fait 40 ans que les années 80 se sont écoulées. Et plutôt que de troisième lieu, third place, aujourd'hui, on parle évidemment plus de tiers-lieu. Et ce tiers-lieu, ce concept va plus se retourner autour de la notion de conception collective. Alors, je pense que justement, Antoine a beaucoup écrit là-dessus et on parlera beaucoup mieux au point, mais on le sait bien, aujourd'hui, le tiers-lieu est associé notamment à des espaces de coworking, des activités de Fab Lab où on fabrique des choses, notamment avec de nouvelles technologies telles que l'impression 3D, etc. Des repair cafés où on échange autour de la réparation ou même de la couture parfois. C'est aussi un concept qui est très mobilisé à l'heure actuelle dans les projets de bibliothèque, notamment ici à Liège, à Bavière. C'est un concept assez central dans ce projet. Donc, d'un concept qui se voulait de sociabilité pure, maintenant, il se concentre plutôt sur une notion de conception collective et donc de partage autour d'un objet, autour de tâches qui sont peut-être amenées autrement. Et notamment, le rapport au travail, évidemment, on le voit avec le coworking, en est réinterrogé. Alors, tout ça m'amène, moi, à quelques questionnements qui vont pouvoir être abordés. J'ai fait un peu un tour très rapide de ce concept, mais quelques questionnements qui vont pouvoir parcourir peut-être les présentations et le débat par la suite. Non. Oui. Donc, d'abord, qu'occasionnent ces initiatives finalement, puisque le tiers-lieu à la base est censé être, le troisième lieu est censé être ce lieu entre la maison et le travail. Est-ce qu'aujourd'hui, ces développements, notamment autour du coworking, participent-ils plutôt de faire une continuité entre la maison et le travail et finalement de ne plus créer de frontières qui sont parfois
fort utile, je pense, à pouvoir dissocier les choses, ou au contraire, est-ce que c'est une autre façon de faire société, centrée autour de la collaboration, centrée autour d'autres valeurs, où le travail et peut-être le domicile aussi sont réinterrogés. Aussi, comment est-ce qu'on suscite cette rencontre diversifiée, comment est-ce qu'on la met en place, et notamment dans le cadre de Serein. Alors, je mets cette illustration parce que je pense que ça illustre bien ça, cette volonté de faire se rencontrer les gens. On la voit parfois dans ces dispositifs de salons urbains, de chaises qu'on met les unes face aux autres, où on se dit, bah voilà, on va les mettre comme ça les gens vont se rencontrer. Alors, on sait bien que les choses ne sont pas forcément aussi simples que ça. Donc, comment est-ce qu'on met en place concrètement cette rencontre de l'autre, cette rencontre de l'altérité et de personnes qu'on n'aurait pas rencontrées dans d'autres circonstances? Et enfin, une question qui peut avoir l'air très temporaire, mais qui a trait à d'autres choses aussi, c'est on vit dans un monde qui est complexe, qui est un monde qui est marqué par pas mal de crises, ou un monde qui est agité. Et le concept de tiers-lieu amène forcément à se confronter à de nouvelles choses, de nouvelles personnes en permanence. Et donc, finalement, quelle part est-ce qu'on peut, est-ce qu'on veut aussi laisser à l'imprévisible en 2020? Parce que l'altérité, bon, dans le cadre du Covid, c'est évident, on nous pousse à rester entre bulles parfois très restreintes, et en même temps, la notion se veut d'ouvrir ces bulles, de les faire se confronter. Mais au-delà de ça, il y a aussi cette question de stabilité qu'on peut être on peut vouloir rechercher finalement dans le monde, et qu'on trouve que peut-être le tiers-lieu amène à secouer. Est-ce qu'on le veut, est-ce qu'on le peut en 2020? Voilà, donc je vais faire un petit tour. Merci Pavel. Pas mal de questions déjà à lancer dans le ring lors de la converserie. Mais sans transition, je vais laisser la parole à Christine pour faire un peu le point sur le contexte cérésien. Et je te laisse partager ton écran. Bonsoir à tous. Donc effectivement, très brièvement, vous expliquer qui je suis. Donc, je travaille comme chercheuse senior. Je suis ingénieure architecte urbaniste à la base, et j'ai fait un doctorat en art de bâtir et urbanisme sur la transition des quartiers urbains, et en particulier la manière dont on peut associer, mobiliser la population de ces quartiers dans des démarches de rénovation énergétique, de végétalisation, de soutien à l'économie locale, mais aussi des dynamiques de cohésion sociale. Je travaille à l'Université de Liège, la faculté des sciences appliquées, donc ce sont les ingénieurs civils, département Urban and Environmental Engineering, une petite unité de recherche enfin plus si petite en fait, qui s'appelle le LEMA, dirigée par notamment le professeur Jacques Teller, si vous le connaissez. Alors, on m'a demandé aujourd'hui de resituer un petit peu le contexte du projet et pourquoi pourquoi atterrogeons-nous aujourd'hui cette notion des tiers-lieux. Alors, le but n'est évidemment pas de vous retracer l'historique de Serein. Certains le feraient beaucoup, beaucoup mieux que moi. Mais donc, simplement rappeler que Serein s'est développé très rapidement au XIXe siècle en lien avec l'industrialisation, et que l'urbanisation s'est faite principalement à ce moment-là, que le déclin industriel a laissé à la fin du siècle dernier un certain nombre de friches et d'espaces délaissés qui ont qui ont créé un certain nombre de défis, de problématiques qui ont été prises à bras-le-corps par les acteurs locaux, notamment avec l'élaboration d'un master plan. Donc ça, c'était une démarche de planification stratégique assez innovante pour l'époque. Et ce master plan continue à être mis en œuvre par des opérateurs qui ont été créés également sur le territoire de Serein, que sont Erigès, la REPS. Et ça a donné certains gros projets urbains que vous connaissez tous maintenant, et qui contribuent à faire que Serein est un territoire aujourd'hui en pleine mutation,
Mais bon, voilà, je ne vais pas présenter ça en détail non plus. D'autres le feraient également beaucoup mieux que moi. Donc, le point de départ du projet, c'était plutôt celui-ci. C'était un questionnement avec la REPS et RIGES également. C'est que face à tous ces gros projets urbains qui sont issus quand même de la sphère de l'aménagement du territoire, on se rend compte que la population cérésienne qui est touchée, qui en bénéficie, est quand même relativement faible, et donc qu'il y a des problèmes sociaux importants qui subsistent au centre de Seraing. Alors, bon, j'ai appelé ça Seraing sur le bord du chemin, point d'interrogation, c'est un peu provoquant, c'est parce que ça rime comme les autres titres, mais c'est pas très subtil, mais c'est pour vous faire comprendre l'idée générale, le point de départ, hein, c'est-à-dire comment peut-on faire pour associer davantage cette population à la dynamique de régénération urbaine. Alors, elle n'est pas tout à fait laissée pour compte, cette population, puisqu'il y a déjà un tissu associatif extrêmement riche sur le centre de Seraing, comme vous pouvez le voir ici, avec des associations de différents types qui aident déjà énormément le public que l'on peut trouver au centre de Seraing. Mais donc, nous, notre point de départ, c'était quand même, on se rend compte bien souvent que le développement spatial des territoires et le développement social de ces territoires sont envisagés au travers de politiques publiques, donc d'un côté urbanisme, aménagement du territoire, de l'autre politique sociale, qui fonctionnent de manière relativement indépendantes l'une de l'autre, sur les mêmes territoires, mais sans véritable articulation entre les deux. Donc, nous, notre idée, c'était vraiment de réfléchir à la manière dont on pouvait associer les habitants à cette dynamique de régénération urbaine qui est actuellement très, très fort portée sur l'urbanisme. Comment faire en sorte que cette dynamique puisse être non pas source d'exclusion, mais au contraire puisse se nourrir des idées, de l'énergie des habitants et puisse grossir grâce aux habitants, à leur énergie, à leurs projets, à leurs idées. Et donc, c'est là qu'est né le projet A Place to Become. C'est l'idée vraiment de faire travailler de concert ces deux enjeux, ces différentes politiques, donc de travailler vraiment sur une dynamique qui ne soit pas excluante, qui ne soit pas gentrificatrice, pour employer un mot un peu éculé, mais bon. Donc, avec l'idée qu'on travaille sur un territoire en devenir, mais aussi un territoire où l'on peut devenir quelqu'un. Bon, c'est un peu simpliste, mais c'est l'idée que population et territoire peuvent grandir ensemble et que si la population s'émancipe, grandit, le territoire en bénéficiera et vice-versa. Donc, l'idée sous-jacente à cette démarche, c'est finalement l'empowerment avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire la participation active des citoyens. Donc, aller au-delà de la consultation, de leur demander leurs idées, leurs envies, mais au contraire les amener à devenir acteurs. L'idée de capacitation, d'apprentissage, d'émancipation, de délégation de pouvoir également, hein, donc avec l'idée que les citoyens peuvent prendre une part plus active dans la société, mais aussi prendre des responsabilités. À cette démarche peut évidemment être associée certaines dérives. Les citoyens pourraient éventuellement être instrumentalisés. Une ville pourrait, par exemple, s'appuyer sur ses citoyens pour entretenir ses espaces verts et donc aller vers une forme de déresponsabilisation. Ici, ce n'est évidemment pas du tout l'idée. Alors, dans le cadre de ce projet, l'une des actions envisagées, c'est prévu, en tout cas, c'est la mise en place de ce qu'on a appelé une Creative Station. Alors, est-ce que c'est un tiers-lieu? Peut-être. Personnellement, je ne sais pas encore très bien, mais en tout cas, j'aurais envie de revenir aux objectifs qu'on s'est fixés au départ, à savoir de créer un espace le plus ouvert possible à tout type de citoyens pour qu'ils puissent imaginer des projets, des activités, des artefacts, peu importe, qu'ils soient petits, grands, sociaux, culturels, économiques, aussi avec l'idée que ces projets, ces activités ne doivent pas rentrer dans ces cases sociales, culturelles, économiques, mais qu'on peut hybrider les choses, que les projets sociaux peuvent avoir des impacts économiques, culturels et vice-versa. Un lieu pour concrétiser ces projets, donc confronter ces idées aux idées d'autres personnes, en discuter, mobiliser certaines personnes autour du projet et de l'aide éventuellement.
Et puis expérimenter, donc tester un concept, une activité, essayer, éventuellement rater, recommencer, voire abandonner. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Juste un lieu pour faire des choses éventuellement ensemble et ce faisant apprendre, progresser, que ce soit individuellement, collectivement. Et les apprentissages peuvent être de différents types, que ce soit acquérir des compétences techniques, ce qu'on appelle des soft skills, acquérir, faire évoluer ses propres valeurs, développer son capital social et petit à petit prendre une place plus importante peut-être dans la société. Donc ça, c'est vraiment l'idée. Mais j'insiste, l'idée, c'était vraiment de partir des besoins, des idées, des centres d'intérêt des habitants en termes de projets et d'activités. Donc ça peut aller dans tous les sens. Et l'idée n'est en tout cas pas de leur suggérer des fonctions ou des activités, c'est vraiment de partir de leurs envies. Avec l'idée, comme je le disais tout à l'heure, que vraiment, on imagine que si les habitants développent une activité, s'épanouissent dans ce territoire, le territoire en bénéficiera en retour. Et à l'inverse, le territoire peut fournir des ressources à ses habitants. Donc, comment compte-t-on faire pour arriver à cela? C'est un peu la stratégie des petits pas. Donc, l'idée, c'est de mobiliser progressivement autour du projet. Parce que ça, je pense, je dois insister, je crois quand même que sur Serein, ça va être un gros enjeu. Donc, il faut absolument passer par du réseautage, des activités. Donc, ça a déjà démarré avec l'organisation de marches exploratoires, de petits ateliers, présence lors d'événements locaux. Donc, mobiliser petit à petit autour du projet afin de créer un groupe, une communauté avec laquelle réfléchir à ce lieu, aux modalités de fonctionnement, à sa gestion, etc. Puisque l'idée et l'ambition, c'est quand même d'avoir un lieu qui ne serait pas géré ou pas directement par l'acteur public. Mais bon, ça reste quand même une inconnue, un défi, quelque chose à organiser, y compris avec la ville. Donc voilà, alors est-ce que tout ça c'est un tiers-lieu? J'ai envie de dire peu importe. Moi, mon questionnement, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'y reviens et je suis très intéressée d'avoir l'avis notamment d'Antoine Buret sur cette question-là. C'est est-ce qu'en termes de mobilisation, est-ce qu'il faut communiquer d'emblée sur tiens, on va créer un tiers-lieu? Peut-être qu'après cette conférence-ci, ben, ça aura un peu démystifié la notion. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que la charge symbolique qui est associée à cette notion, que moi, personnellement, j'associe voilà, à une esthétique palette, vintage, récup, etc., un peu classe créative. Hein, bon, je caricature, mais voilà. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une petite dissonance, en tout cas un manque de congruence avec le public auquel on a affaire sur le terrain. Et donc, je ne suis pas sûre qu'il faille communiquer en mettant en avant cette notion. Voilà, donc pour l'instant, on parle dans le formulaire de projet UIA d'une Creative Station. Bon, voilà, parce que c'était en anglais, on s'adressait à l'Europe. Peu importe. Alors, est-ce que ça va être un laboratoire, un tiers-lieu, un living lab? Je n'en sais rien. Quelque part, c'est peut-être l'histoire qui le dira. Autant faisons le projet et puis voyons ce que ça donne. Et puis, peut-être qu'on pourra analyser les choses par la suite. Pour l'instant, le nom provisoire qui est donné au projet, c'est c'est la ruche à projet. Le nom définitif, on ne le sait pas encore. Il est vraiment à codéfinir avec les Cérésiens qui se mobiliseront autour de ce lieu. C'est vraiment, je pense, le message à faire passer, c'est que tout reste à faire. Et que tout reste ouvert autour de ce lieu et de la création de ce lieu. Voilà, et donc si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter mes collègues Bertrand Riquet et Mohamed El Boujoufi qui sont dans le public et que je salue et que je remercie, qui seront sur le terrain tous les vendredis à la ruche à projet, donc rue François à Serein. Voilà, et vous pouvez les contacter allez les voir directement, soit les contacter par email, vous pouvez me contacter également. Merci Christine. Je renverrai également les coordonnées à l'issue de la conférence. Merci beaucoup. Maintenant, on va essayer d'un peu
élargir, je vais te demander, oui, parfait, élargir un peu les perspectives avec Aurélie, qui va nous présenter un peu ses projets plutôt à Liège, mais également un peu la dynamique wallonne en matière de tiers-lieux. Bonsoir, merci Manon. Bonsoir à tous les participants. Il y a déjà pas mal de mots qui ont été donnés par les participants pour essayer de définir ou d'évoquer la notion de tiers-lieu. Christine aussi a posé de jolies questions, Pavel aussi par rapport à ce que pouvaient être les tiers-lieux et qu'est-ce qu'ils pouvaient amener sur les territoires. Alors moi, je vais ramener les choses à un niveau très concret, comme c'est mon habitude, parce que moi, j'opère sur le terrain liégeois depuis une bonne dizaine d'années. Et donc, je suis évidemment une fervente convaincue du modèle des tiers-lieux pour l'avoir déjà éprouvé et pour être toujours en train de l'expérimenter. Je vais essayer de vous mettre ça sous plutôt le fil d'un storytelling, en quelque sorte. Donc, ça ne marche pas. Il ne veut pas. Ah voilà, je dois simplement cliquer. Donc, tout a commencé pour nous en 2006. Il faut savoir que moi, je suis entrepreneur, j'organise des événements et je suis dans la communication depuis une quinzaine d'années. Et très vite, en fait, dans un modèle entrepreneuriat stricto sensu, je me suis sentie très à l'étroit, en fait, dans un milieu très convenu, avec des besoins uniquement centrés sur la rentabilité, alors que je pense que déjà à l'époque, j'étais une exploratrice et que du coup, je me suis dit non, mais je ne peux pas, moi, me limiter à simplement faire du business. Il faut que je puisse être là pour les créateurs. Pardon. Et donc, à l'époque, déjà, on mutualise un bureau avec mon amie Justine de Chicken Chip, avec les amis designers dans le quartier de Saint-Léonard. Donc, nous, on est à Liège. Pour ceux qui nous écoutent de loin, on est environ à une petite dizaine de kilomètres le long de la Meuse. Donc, on est la principauté de Liège. Et puis, alors, il y a Sera, Herstal, etc. autour, un banlieue industrielle. Et donc, on organise en fait à l'époque des expositions pluridisciplinaires dans des friches qui sont soit des friches industrielles ou des friches patrimoniales. Et en fait, on se plaît à mélanger art contemporain, design, mais créativité au sens plus large aussi. Quelle est la place finalement de la créativité dans notre société? À l'époque, je n'ai jamais entendu parler des tiers-lieux, mais on est déjà dans la mutualisation. Ensuite, en 2013, on porte avec un petit collectif de hackers et de makers l'ouverture du premier Fab Lab de Wallonie, qui s'appelle le ReLab. Alors là, Christine dira, c'est très palette. Hein, Effectivement, nous, en plus, on était un collectif dédié à la récupération de matières premières. Donc, c'est vrai qu'on avait cette communauté de créatifs, d'étudiants, de chercheurs qui ont utilisé l'outil pendant plusieurs années. Et puis, en fait, ça a été une levée de fonds importante auprès de la région wallonne parce qu'on était le premier Fab Lab de Wallonie. Et ça a été une aventure humaine assez fantastique. Et puis, c'est là surtout que j'ai, moi, à titre personnel, eu connaissance de ce concept de tiers-lieu par l'intermédiaire d'Antoine, qui est là, qui est devenu un ami depuis. Je remercie d'ailleurs pour sa présence, et de Johan Duriot. Et puis, en fait, je me dis à cette époque-là que vraiment ces notions-là, en fait, excusez-moi, j'ai vraiment un chat dans la gorge. Voilà, je pense que ça va aller mieux. Donc, c'est un lieu d'apprentissage, c'est vraiment un lieu de savoir, de savoir-faire, de savoir-vivre avec une notion, mais je reviendrai dessus parce qu'on a essayé de développer une espèce de boîte à outils des tiers-lieux, mais Tilios, cette communauté, donc les tiers-lieux libres et open source, m'invite finalement, après le ReLab, à m'ouvrir le champ de mes perspectives et me dit va sur les routes de France, tu verras, il y a plein de gens, ils font plein de trucs, etc. Et donc, je vous fais un petit échantillon ici de lieux que j'ai eu l'occasion d'aller visiter. Donc, j'ai fait 3000 km toute seule pour aller explorer en fait le domaine des tiers-lieux. Et j'ai vu du coup des lieux avec des attentions qui étaient parfois vraiment les mêmes et parfois quand même très de façon nuancée, mais en tout cas avec des visions et des façons de faire très différentes. Donc ici, vous voyez la recyclerie à Paris. C'est une ancienne gare qui a été transformée en un lieu dédié à l'alimentation et à l'agriculture urbaine, qui fait quand même 1500 visiteurs par jour. Alors, je vous ai mis le nombre de GEM parce que les tiers-lieux aussi ont aujourd'hui, en tout cas en France, un pouvoir d'attractivité sur les territoires qui est assez phénoménal. Et en Belgique, à ce niveau-là, on n'a pas encore passé vraiment le cap. Alors ici, Montreuil,
grand espace à Paris, création collaborative, création collective, mutualisation d'outils, de machines, etc. Et depuis que je suis allée les voir en 2015, ils ont ouvert ici Nantes, ici Marseille, et ils sont en développement de pas mal d'autres lieux en France. Alors celui-là, il est assez majeur et assez phénoménal, c'est 25 000 mètres carrés à Bordeaux, rive gauche de Bordeaux, je pense que c'est bien la rive gauche. Et là, Darwin, c'est plus de 2000 visiteurs par jour avec une énorme communauté d'acteurs. Donc, c'est un tiers-lieu qui va être entièrement dédié à la transition écologique et numérique avec une complémentarité de fonctions, d'usages qui sont assez spectaculaires. Et le bâtiment est très beau, très impressionnant. Et puis donc, après, il y a des tiers-lieux qui vont être plus spécifiques. J'ai eu l'occasion d'aller manger un jour seul à midi à la commune. Enfin, que dis-je seul? Nous étions 500 personnes du territoire à aller tester, en fait, sous forme de laboratoire comme ça, gastronomique, des projets, en fait, en gastronomie et en produits locaux. Donc, je vous montre, là, c'est vraiment un petit échantillon et j'ai vraiment choisi les exemples volontairement, les majeurs, les plus parlants, etc. Mais il faut savoir qu'il y a une étude qui a été faite en France et on dénombre aujourd'hui plus de 2500 tiers-lieux. Certains sont institutionnalisés, d'autres pas du tout, mais en tout cas, il y a une grande diversité d'actions. Et finalement, je reviens avec dans les poches vraiment l'architecture et ce que j'avais fait toute ma vie à travers Ethnica, puis le RILAB, je me rends compte qu'en fait, tout ça, ça tient dans un modèle. Alors, vous avez en haut du schéma des personnes, en fait, au-dessus du lieu, c'est la communauté. Et la communauté, souvent, c'est une communauté de valeurs. C'est un collectif qui a souvent envie de dire quelque chose, de raconter à sa façon le monde qui l'entoure. Et face aux enjeux de la société aujourd'hui, souvent, ils arrivent à trouver un bout de lieu, un coin de lieu. Parfois, c'est un coin de rue, puis après, ils s'étendent et tout. Mais en fait, au final, je ne vais pas dire que le lieu n'a pas d'intérêt, mais en tout cas, on va s'adapter au lieu pour y créer, en fait, ce que vous voyez au centre, c'est l'identité du lieu. Il va y avoir une dynamique, en fait, qui va se créer. Et souvent, on dit, à partir du moment où il y a un Wi-Fi et un café, d'une machine à café, vous pouvez faire tiers-lieu. C'est-à-dire que vous allez pouvoir favoriser, générer des rencontres qui vont être fortuites. C'était le nom utilisé par Pavel et qui est assez vrai. Moi qui vis les tiers-lieux au quotidien depuis une dizaine d'années, je vous assure que c'est tous les jours en fait un peu extraordinaire d'incongruité. C'est vraiment, voilà, il faut voir un tiers-lieu pour le croire, quoi. Mais donc, il y a aussi cette idée que cette communauté de valeurs, elle va se rassembler, mais finalement, elle va développer des services ou des produits et services. Donc, évidemment, il y a un enjeu économique qui est intéressant, mais c'est quand même très souvent fait dans une perspective de transition écologique, de transition numérique, de transition sociale aussi. Et on le voit notamment par la manière dont les projets sont gouvernés, mais j'y reviendrai plus amplement après. Alors, on m'a demandé de faire un espèce de petit état des lieux des cas de la Wallonie. Alors, je pense qu'il y a plusieurs personnes de Hub Créatif, j'ai vu autour de la table, je les salue d'ailleurs. Donc, les Hubs Créatifs, c'est vraiment la Wallonie qui, à un moment donné, a été élue en fait Creative District. Je pense que c'était en 2015 ou 2014, c'était la même année que le financement du RILAB. Et en fait, ils ont comme ça instauré des Hubs créatifs dans différentes villes. Manon nous a parlé des ambitions du hub de Sera, c'est plus ou moins le même équivalent avec des spécificités territoriales. Et certains d'entre eux ont, en tout cas là, à l'époque où il y a eu ce diagramme, il y avait 21 espaces de coworking et puis il y avait 9 Fab Labs ou en tout cas Makerspace parce qu'il y a une subtile différence entre les deux. Donc on peut dire aujourd'hui que la Wallonie est déjà équipée. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on était à l'époque le seul Fab Lab, je parle de Belgique francophone parce que le cas de la Flandre est encore assez différent avec nos couches administratives. Bon, voilà, ici, le cas de la Wallonie, c'est que c'est clair que les tiers-lieux, les espaces de coworking et les Fab Labs, ils sont gérés par les pouvoirs publics. Alors après, c'est super parce qu'en fonction des spécificités, ils vont pouvoir adresser des solutions pour certains publics cibles.
Après, on a aussi une manière de voir les choses peut-être un peu plus large, notamment dans notre collectif. Donc, je vous ai dit, c'est 11h22, j'en reparlerai après, mais on a une dizaine de personnes. Et là, je suis d'ailleurs dans la pièce avec Marc, qui est à l'origine de cette carte. Donc, lui, il a passé beaucoup de temps à chercher à définir ce qu'étaient les tiers-lieux, quelles étaient leurs caractéristiques fondamentales, pour finalement dire qu'en fait, oui, ce sont des coworking, oui, ce sont des Fab Labs, mais pas que. Il y a aussi des espaces associatifs qui sont configurés en tiers-lieux. Il y a les hackerspaces, il y a les incroyables comestibles, il va y avoir les monnaies alternatives, même les ressourceries. Donc, tous ces lieux qui finalement vont permettre une autonomisation des personnes de façon parfois très simple finalement et pas complexe, parce que dès qu'on aborde la question de Fab Lab, viennent des questions techniques, etc. Et pour dire finalement, les tiers-lieux peuvent d'une certaine manière s'adresser à toutes et à toutes. Notamment, voilà une photo. Oui, je me permets juste, pour ne pas trop dépasser, je te propose de te laisser encore 1 ou 2 minutes max pour terminer, si ça te va. Oui, ça me va très bien. Voilà, Donc merci. ici, on a parlé du Repair Café. Je voulais montrer que ici, c'est la cousette mobile. Parfois, il suffit d'une petite caravane, d'un ou deux outils, et finalement, on peut faire tiers-lieu partout. Alors, nous, on s'est constitué en collectif. Une de nos grosses organisations de production, c'est la Braderie de l'Art de Liège, que certains connaissent peut-être. C'est 24 heures dédiées à la création. Ça brade évidemment plein de publics très diversifiés. Et donc là, nous, on considère la Braderie de l'Art comme un tiers-lieu éphémère. Mais on a aussi un lieu à Liège, donc le 54 Dérivation, qui a été mené comme une expérience et qui aujourd'hui est vraiment, par contre, un tiers-lieu en train de se pérenniser avec une communauté, avec un système de gouvernance, avec un modèle économique, parce qu'il faut aussi en parler de cette dimension-là. Alors, il y a ce qui existe dans un tiers-lieu, mais il y a toujours de la place pour le non-existant, en fait. C'est aussi une manière d'intégrer et d'être socialement inclusif, c'est de ne pas apposer, mais de toujours laisser une place à ce qui viendra. Ça, c'est le cadre d'Empower. Donc, voilà une mission d'accompagnement sur lequel on est dans le quartier de Droix avec Grégor, que je salue. Je crois qu'il est dans les participants. Je salue aussi Pierre Laurent qui nous parle de Montréal pour le réseau des Fab City. Donc, c'est le réseau international dans lequel on est inclus depuis 2-3 ans et qui mène pas mal de recherches sur la résilience des territoires. Et puis voilà, notre mission, c'est continuer à expérimenter, développer des tiers-lieux et puis alors par contre accompagner de plus en plus les organisations, qu'elles soient privées ou publiques, pour s'intégrer dans des dynamiques de coopération. J'ai fait de mon mieux pour tenir le temps, j'adore parler. Je vous salue tous, merci. Merci, c'était super riche, mais effectivement, le temps est compté, on a déjà un peu de retard. Maintenant, je cède directement la parole à Antoine pour nous présenter un peu sa démarche, les projets en cours. Mais s'il y a moyen de faire une petite présentation de ta casquette, parfait. Bonjour, merci. Voilà. Merci à vous. Je vais effectivement faire extrêmement court pour laisser la place à la conversation qui sera sans doute plus importante et qui permettra aussi d'éclaircir les nombreux points qui ont été abordés. Donc, en quelques mots, je suis actuellement chercheur à l'Université de Genève dans le département de sciences des services, et en parallèle, ou même en plus, en tout cas, je travaille sur une organisation que nous sommes en cours de création qui s'appelle PPPP, pour Public-Private People Partnership. Donc, sur les partenariats publics-privés particuliers, c'est une organisation qui se structure autour d'une fondation actionnaire et une société. Mon parcours, le but de cette fondation, c'est justement de travailler sur la question des tiers-lieux dans les villes et comme un modèle de transformation des territoires. Donc, pour retracer quelques mots mon parcours avant de laisser passer à la discussion, je viens du domaine des politiques culturelles, notamment dans les Balkans, où j'ai longtemps étudié les pays en transition et le rôle de la culture dans le développement des pays en transition. Et puis, j'ai commencé ma thèse sur les tiers-lieux autour de 2010, par opportunité finalement, puisque j'ai intégré un espace de coworking qui s'appelait alors Espace d'émergence, puisque le nom coworking n'était pas encore associé à cet espace, à Genève, et qui s'est avéré donc être le premier espace de coworking. Et au fur et à mesure des recherches que j'ai pu faire sur ce domaine, j'ai été associé à tout un tas d'acteurs en travers de la francophonie qui m'ont fait découvrir justement tout cet univers qui était alors balbutiant. On était dans une période où l'importance du numérique commençait à être saillante et où on avait encore plein d'idéologies sur le monde qu'on appelait alors collaboratif.
Et c'est finalement dans cet univers-là, avec aussi les idées de transition écologique qui commencent à apparaître. Et dans cet univers-là, au travers de mon parcours de recherche, j'ai été amené, et c'est peut-être cela la particularité de la recherche que je qualifie de recherche en tiers-lieu, j'ai été amené non seulement à produire tout un pan de littérature sur le domaine, mais également de construire des tiers-lieux. Pour faire une petite liste, un listing assez rapide, il y a à Saint-Étienne, il y a un terrain qui pourrait être d'une certaine manière un peu intéressant pour le cas de Seraing, dans le sens où c'est une cité industrielle qui a été désœuvrée dans les années 80 et qui a tenté de se reconstruire, notamment au travers des tiers-lieux et au travers de ce qu'on a appelé la cité du design, dans laquelle on a construit plusieurs tiers-lieux, que ce soit le Mixer ou bien Open Factory, qui était plus du genre Fab Lab. Et au fur et à mesure, l'identification ou l'idée que l'on s'est fait de tiers-lieux s'est élargie et ça nous a amené à construire pas mal d'autres types de tiers-lieux. Je pense à Pangloss, à Ferney, qui est en relation avec le CERN dans une logique un peu plus de recherche fondamentale, visant d'une certaine manière à travailler sur les innovations qui sortent du CERN, tous ces acteurs-là, et permettre de créer des opportunités pour les territoires au travers de ces chercheurs, ces recherches. La mine à Lyon, qui est une forme de laboratoire citoyen, plus axé sur la question des énergies. Et puis enfin, Ideavox en Suisse, qui travaille vraiment sur l'entrepreneuriat citoyen. Et le dernier, en fait, qu'on a créé et qui me semble être très intéressant dans la dimension démocratique du tiers-lieu, qui s'appelle 3DD et qui a la particularité finalement d'être né dans un bâtiment public, mais dans un bâtiment d'État dans Genève, c'est-à-dire l'équivalent d'un ministère, c'est le ministère du territoire, si je puis dire. Au rez-de-chaussée, il y a un tiers-lieu qui est né spontanément. Et pourquoi je me permets d'avancer sur ce 3DD-là, au-delà du fait qu'on pourra discuter sur l'aspect système d'information, etc., et sur l'aspect juridique autour de ce tiers-lieu qui est très, très intéressant, il me semble, c'est pour répondre à une des questions qui a été posée sur comment on fait venir les gens, etc. Ce qui s'est passé avec le 3DD et qui me semble être représentatif de la manière dont on fait un tiers-lieu, finalement, c'est qu'une intention a été définie. Une intention a été définie en collaboration avec les différents acteurs de l'urbanisme et de la transition écologique à Genève. L'intention, tout simplement, elle a été affichée sur le lieu qui était prédisposé à être ce tiers-lieu, affichée sur la vitrine, au vu et au su de tous. Et à partir de là, sur une période de 2 ans, nous avons laissé des usages émerger sans rien contrôler. Vraiment, il n'y avait rien, il y avait juste l'intention. Ce lieu était fait pour une certaine intention et les gens ont commencé à venir pour voir ce que c'était, pour discuter, se rendant compte que c'était en somme un espace des possibles. Ils ont commencé à se l'approprier et le tout était documenté pour permettre de créer une cohésion dans l'ensemble. Et c'est ainsi que nous avons créé une communauté, c'est ainsi que nous avons solidifié le tiers-lieu et nous avons finalement créé un lieu de rencontre autour d'une thématique qui avait été émise par les responsables du tiers-lieu et qui ont permis maintenant, après 3 ans d'activité, d'amener je ne sais combien de centaines de milliers de personnes dans le lieu pour vraiment travailler ces questions-là qui ont trait à l'anthropocène et puis plus largement à la question de la ville de demain. Donc ça, c'est ce que j'ai pu travailler en termes concrets, si je puis dire, le tout appuyé par un travail plus théorique qu'on peut retrouver au travers de différents articles depuis bientôt 10 ans. Je pense qu'il y a 2-3 éléments majeurs et qui peuvent servir de point de référence aussi pour comprendre l'évolution des tiers-lieux. C'est dans un premier temps ce document qui était en quelque sorte contributif, qui s'appelle le Manifeste des tiers-lieux, qu'on a créé au tout début d'un site qui s'appelle Movilab, et qui depuis est devenu le site de référence sur la documentation des tiers-lieux en francophonie. Donc c'est au travers de ce manifeste des tiers-lieux, nous avons décrit les 10 points à l'époque qui nous semblaient importants pour faire tiers-lieu, ce que c'était un tiers-lieu. Mais il faut bien comprendre qu'on était dans l'exploration. Et puis au fur et à mesure, le domaine s'est étoffé, de nombreux acteurs ont commencé à rentrer, nos explorations se sont affinées également. Dans l'intervalle, il y a un premier ouvrage, j'ai un premier ouvrage qui s'appelle Tiers-lieu et plus si affinité spécifiquement sur le domaine. À l'heure actuelle, c'est encore un des seuls ouvrages spécifiquement sur le domaine, et bien qu'il soit qu'il mérite d'être réactualisé, il dit quelque chose finalement, et là c'est pour répondre à Pavel, il dit quelque chose de l'évolution des tiers-lieux, mais comme évolution des sociabilités. Si les tiers-lieux de Oldenburg sont ce qu'ils sont aujourd'hui, déjà le terme tiers-lieu naît bien avant Oldenburg. Mais s'ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est parce que la sociabilité a évolué.
Et ce n'est pas quelque chose d'extérieur, c'est vraiment la manière que l'on a de se rencontrer pour faire quelque chose, pour faire public, pour faire collectif, et les capacités que nous avons à nos dispositions grâce notamment au numérique, qui nous permettent finalement de formuler une offre qui serait celle d'un Fab Lab, où à partir de là, on va construire quelque chose. Donc, c'est l'idée de construire quelque chose, mais parce qu'ensemble, nous ne pouvons plus nous contenter de discuter. Les bars ne sont plus suffisants. L'espace public n'est plus suffisant. Il faut faire quelque chose. Et nous avons, grâce aux technologies numériques notamment, mais pas que, loin de là d'ailleurs, la possibilité de faire quelque chose et d'agir, puisque on parlait de capacitation et d'empowerment, d'agir de manière différente. Et c'est bien cela le sens du tiers-lieu. C'est mettre les gens en situation d'agir. Pour ça, il y a plusieurs manières, notamment un travail sur l'aspect juridique, un travail sur l'information pour créer ces communautés. Et c'est à cela que je m'emploie avec tout un tas d'autres personnes depuis bien longtemps. Et puis pour finir, je tiens juste à noter la présence de nombreux acteurs des tiers-lieux qui permettent des choses, qui sont des acteurs aussi pour dialoguer, au-delà du fait qu'en France, il y a effectivement une politique publique des tiers-lieux qui est en train de se décider, dont on pourra discuter largement. Je pense à ce que la Fondation de France est en train de mettre en place sur la question des tiers-lieux. Alors, la Fondation de France est une structure très particulière et nous aurons peut-être l'occasion d'en discuter. Je ne sais pas si vous avez la même chose en Belgique, mais du moins, elle essaie de mettre en place, non pas de soutenir les tiers-lieux en eux-mêmes, ça c'était une époque d'avant, mais soutenir ce qui se fait dans les tiers-lieux. Comment le tiers-lieu va servir à travailler de nouvelles formes de travail, à travailler de nouvelles solidarités. Et la crise sanitaire que nous avons connue a mis en exergue justement l'importance des tiers-lieux sur un territoire, parce que lorsque l'acteur public et l'acteur privé étaient pris au dépourvu, les gens se sont réunis dans les tiers-lieux autour de ces capacités que l'on avait mis en place pour assumer pour subvenir à leurs propres besoins. C'est passé par les images que l'on a pu voir, par la création de masques, de blouses, ou par du gel hydroalcoolique, mais ça peut aller plus loin en mettant en place des réseaux d'entraide, etc., etc. On aura l'occasion d'en discuter. Et puis, je renvoie effectivement en dernière instance, sur 2 points, à Tiers-Lieu Edu, le réseau Tiers-Lieu Edu, et je crois d'ailleurs qu'il y a un pendant de Tiers-Lieu Edu en Belgique actuellement, qui est ce réseau de tiers-lieux dans les écoles qui vise à permettre aux étudiants de faire tiers-lieu, donc de renverser les systèmes de relations et les systèmes de pouvoir finalement et de connaissances dans les écoles. Et puis, enfin, Tilios et Movilab, qui sont bien sûr les acteurs anciens, si je puis dire, même pionniers dans le domaine et dans lesquels, je vous invite à regarder un peu les réseaux, il y a toujours un nombre assez important et intéressant de débats et de luttes parfois sur ce qu'est le tiers-lieu, ce qu'il doit le devenir et son état. Et c'est cet endroit finalement de discussion mérite de s'y attarder et je vous invite à regarder. Movilab, petite parenthèse, est ce qu'on appelle un patrimoine d'information commun. C'est un wiki très simple, mais que l'on a commencé il y a maintenant 7 ans et qui a pris, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une ampleur considérable. Et si vous voulez voir un peu tout ce qui se fait dans les tiers-lieux en France, en francophonie, en France particulièrement, je vous invite à regarder. Dernier point, excusez-moi si j'ai fait un peu trop long. Je sais quand même juste noter que ce que l'on essaie de développer aussi, c'est une compréhension à l'échelle mondiale des tiers-lieux, parce que la vision que l'on a en France des tiers-lieux n'est pas la même que la vision qu'on a en Suisse, en Belgique certainement, aux États-Unis ou en Allemagne, par exemple. Si je prends un exemple, la Suisse et Genève en particulier a une culture très forte des friches industrielles. Il y a énormément de friches industrielles à Genève qui, au fur et à mesure du développement de la ville, se sont diluées dans des éco-quartiers. Mais il y a une demande de lieux de rencontre, pour de la créativité, pour des choses comme celle-ci. Donc, les personnes vont penser le tiers-lieu, cette situation de rencontre, avec ce regard-là. En France, il y a plus une logique de politique publique un peu centralisatrice et la politique publique pense actuellement à mettre des tiers-lieux dans tous les quartiers, dans toutes les villes, ce qui est, semble-t-il, très bien parce que ça permet de créer des situations de rencontre dans toutes les villes, mais un peu pour remplacer finalement ce qu'on appelait alors les maisons de quartier. Donc, il y a des situations de tiers-lieux qui vont se mettre partout, mais dans une logique très décentralisatrice à la française. Et puis aux États-Unis, on est plus dans la logique de ce que Pavel disait, finalement, qu'on retrouve dans les bistrots et avec l'aspect Starbucks, finalement, qui est le premier à utiliser le tiers-lieu comme un artefact marketing. Encore maintenant et plus maintenant, parce que maintenant ils utilisent le numérique, j'ai pu voir ça dernièrement, Starbucks se promeut comme tiers-lieu. Se présente comme tiers-lieu. Donc, il y a ces différents niveaux de lecture qui ne doivent pas, cependant, faire oublier le fondement ontologique du tiers-lieu qui est finalement un lieu de critique, un lieu où les personnes s'exercent
à la conversation, ça s'exerce à faire ensemble des choses. Et c'est là où on peut revenir à un historique très lointain sur les tiers-lieux, où les maisons du peuple étaient des tiers-lieux, les bars à l'époque, les bars, les cabarets étaient les tiers-lieux. C'est là où on peut ainsi dire, c'est là où se sont formentés le nouveau monde, la République, les révolutions, si je caricature. Mais en tout cas, c'est là où se sont pensées les transitions sociétales. C'est là où elles se sont construites également. Et je pense qu'actuellement, les tiers-lieux, je suis persuadé que les tiers-lieux sont faits pour ça et c'est tout là leur intérêt. Voilà, excusez-moi, j'espère qu'on en discute. Non, mais merci, c'était super intéressant. Là se clôturent les courtes introductions. Je vous propose pour la transition avant la converserie à tous de répondre à un petit sondage sur base de ce qui a été dit. Voilà, j'ouvre le vote. Est-ce que vous avez déjà du coup fréquenté un tiers-lieu sur base de ce qui a été dit, présenté comme tiers-lieu? Laissez un petit peu de... Et oui, il y a aussi, je ne sais pas si ce n'est pas encore clair. Alors là, c'est le rôle du deuxième temps d'éclaircir les esprits. Du coup, on voit qu'il y en a pas mal qui ont fréquenté des tiers-lieux. Parfait. Je me fais... Oui, on est plus ou moins tout le monde à voter. Alors, sans transition, à part le sondage, je vais passer la parole à Pavel pour pouvoir lancer cette converserie. Par contre, effectivement, au niveau du timing, il est déjà 18h presque 30, donc ça nous laisse une petite demi-heure, enfin une demi-heure pour pouvoir échanger, même s'il y a quand même pas mal de choses qui ont émergé ici. Voilà. Je te laisse la parole. Merci. Et tu peux allumer ton micro, pardon. Oui, merci et merci pour toutes ces interventions qui sont très riches. Enfin, moi j'ai appris plein de choses. Je ne sais pas pour le public, mais bon, en tout cas, j'ai appris plein de choses. Et je pense que peut-être pour justement, je veux dire, avancer justement sur ce que Antoine disait, peut-être que j'aimerais d'abord poser une première question à Antoine qui est finalement, en quoi cette notion de tiers-lieu pourrait être utile pour penser les espaces, ces deux espaces à Seraing et pour penser Seraing de façon générale. Et finalement, qu'est-ce que ce type d'initiative a pu apporter dans des villes similaires? Alors, on a parlé notamment de Saint-Étienne, mais je pense que ce serait intéressant justement de voir comment le tiers-lieu a pu justement concrètement aider ou participer au développement ou changement de ville post-industrielle. Oui, merci Pavel. Alors, vaste question. Je vais essayer d'y répondre de manière courte, comme vous avez pu voir, je ne réussis pas à le faire, mais je vais essayer tout de même. Simplement parce que je pense que nos territoires finalement manquent de lieux de rencontre entre les différents publics, entre les différentes personnes pour discuter, pour faire ensemble. Et comme j'ai essayé de vous le dire de manière peut-être un peu en vrac tout à l'heure, le tiers-lieu finalement, ce sont la mise à disposition de certains services qui permettent la convivialité des personnes avec autour d'eux certaines capacités. Parce que quand je dis des capacités, je pense à de l'outillage mécanique ou informatique ou bien à l'outillage juridique. En somme, les gens vont dans un tiers-lieu, il n'y a pas besoin que ce soit hype, il n'y a pas besoin de palettes. Il y a des palettes si les personnes qui montent le tiers-lieu ont envie de mettre des palettes. Il y a énormément de tiers-lieux et je vais vous parler de celui à l'État de Genève où il n'y a pas de palettes parce que les initiateurs n'ont pas besoin de palettes. Donc, il n'y en a pas. Et sinon, voilà, bref. Et donc, cet endroit-là où les personnes peuvent se rencontrer et avoir tout un set de capacités autour qui lui permettent de développer. Si une idée apparaît, si quelque chose apparaît, d'aller plus loin. Je pense aussi à un système d'information qui permet de préserver le lien au-delà du moment de rencontre. Et donc, finalement, c'est cet endroit capacitant qu'est le tiers-lieu et qui me semble assez important dans toutes les villes, à vrai dire. Et moi, j'aime bien l'idée aussi dans les petits périmètres. Je veux dire par là que ce qu'Aurélie a montré tout à l'heure, par exemple, c'est quand même des exemples de tiers-lieux dans des grandes métropoles. Le problème avec cette vision-là, c'est qu'elle nécessite, et dans les slides d'Aurélie, c'était on le voyait, elle nécessite qu'il y ait 2000 personnes, 3000 personnes qui viennent. Sauf que dans certaines villes, il ne peut pas y avoir 2000 personnes ou 3000 personnes qui viennent. Et Genève est une de ces villes. Genève est une ville où il est très, très difficile, même pour les acteurs culturels, de faire venir du monde.
Donc, il faut que le tiers-lieu serve les gens qui sont autour de lui, simplement. Et ça peut être 100 personnes ou 50 personnes. Et sur les cartes qu'a montré Christine Ruel, on voyait, vous avez montré un certain nombre d'acteurs associatifs qui travaillent sur des thématiques un peu différentes. L'ensemble de ces acteurs travaillent de manière pointilliste, finalement, avec chacun leur réseau, peut-être, ou en tout cas leur volonté. Eh bien, il est, à mon sens, essentiel de créer un tiers-lieu qui, parmi d'autres choses et d'autres possibilités, permette la rencontre de ces différents acteurs ponctuels, ou en tout cas, et c'est là peut-être qu'il y a un intérêt, de permettre des rencontres qui soient formelles. On va mettre la cravate comme on fait maintenant, on va faire des tables rondes, on va faire des workshops, mais surtout de l'informel. Et c'est par cette quotidienneté que l'on peut, je pense, arriver voilà, cette quotidienneté, cette capacité de quotidienneté qui permet de donner du sens à un tiers-lieu. Le deuxième point pour finir, je suis désolé, dans un territoire qui est plus petit, je pense à deux tiers-lieux avec qui j'étais en discussion entre hier et aujourd'hui notamment, un qui est plus ancien et un qui est plus récent, en France notamment, un qui s'appelle la Quincaillerie. La quincaillerie numérique est un espace qui est dans une ancienne quincaillerie d'une ville qui compte 2500 habitants. C'est très petit. C'est à Guéret, dans le Limousin, alors un territoire un peu éloigné de tout, si je puis dire. Et donc, les personnes vivent souvent à l'extérieur de Guéret, un peu loin, et puis ils viennent au centre-ville. Où est le lieu pour se rencontrer? Un bistrot pour consommer quelque chose, ou bien un restaurant, ou bien des commerces. Il y a un kebab d'ailleurs où les jeunes essaient de se rencontrer. Il n'y a aucun lieu où on peut rester plus longtemps et penser à l'avenir, même à l'avenir de Guéret. Aucun lieu qui permette de penser cela de manière informelle. Et c'est le rôle qu'a la quincaillerie à Guéret et qui accueille tous les publics possibles, puisqu'il n'y a aucune limite finalement. Les gens viennent et s'ils respectent l'intention initiale, qui est je ne sais plus laquelle pour Guéret, ensuite toutes les activités sont envisageables. Et la deuxième qui est encore plus intéressante, mais qui est peut-être un peu éloignée, c'est l'Ermitage, qui est là dans un cadre extrêmement rural et qui, eux, pensent la forêt et la ruralité. Mais c'est un autre sujet. Voilà. Je pense que Guéret est intéressant. Je pense à un autre tiers-lieu qui est peut-être en devenir, et je suis en train de me battre pour qu'il le devienne, c'est une ancienne maison du peuple. Enfin, c'est une maison du peuple, comme ça se fait depuis le début du siècle en France, dans une ancienne ville communiste qui s'appelle Saint-Claude dans le Jura, qui a un historique ouvrier très important, mais la ville a changé. Et cette maison du peuple a évolué finalement en lieu de culture, avec un cinéma, avec des théâtres, où finalement les gens viennent dans cette maison pour consommer de la culture, comme beaucoup de lieux de culture, pas pour faire. Et devant la réduction finalement des budgets culturels et du public aussi, eh bien ce lieu doit être repensé. Et il me semble que, étant donné le drame que vit le territoire saint-claudien, je connais bien puisque ma famille y est née et a immigré dans les années 60, il me semble que la Maison du Peuple, qui est cette petite structure avec un budget qui n'est pas énorme, peut tout à fait servir les intérêts des Saint-Claudiens en leur permettant de faire des choses. Voilà. Merci Antoine. Je pense que, à mon avis, Christine probablement voudrait réagir à ces propos. Je me permets aussi de glisser une question du public au passage, qui à mon avis aura certainement trait à la réponse en tout cas, qui est une question de Francesca. Alors je ne vois pas le nom de famille, mais Francesca nous dit: y a-t-il des exemples de tiers-lieux qui ont fédéré un public issu de situations de précarité sociale et économique? Les exemples montrés semblent capables de rassembler un public assez homogène, plutôt de profil socio-économique moyen élevé. Donc voilà, effectivement, on sait qu'à Seraing, tel que Christine l'a dit, on a un profil socio-économique qui n'est pas forcément celui de Genève, qui n'est pas forcément celui non plus de Montréal ou d'autres endroits où on peut voir se multiplier les tiers-lieux. En quoi est-ce que finalement ce concept, ces espaces-là seraient adaptés ou non à Seraing? Est-ce qu'il, enfin, tu as dit finalement peut-être qu'il en existe déjà, et moi j'aimerais rajouter comment peut-être peuvent-ils interagir aussi. Christine. Oui. Pardonnez-moi, il fallait que j'allume mon micro. Oui, effectivement, moi, c'est vrai que ça reste une interrogation que j'ai également, parce que je trouve la dynamique tiers-lieu excessivement intéressante, évidemment, et on le voit bien que ça participe de la transition économique des territoires, que ça contribue à réinterroger les relations
entre acteurs publics, acteurs privés, citoyens, etc. C'est super intéressant et peut-être que ça pourrait être intéressant effectivement aussi pour Serein et que l'on trouverait des gens pour se constituer en tiers-lieu de la manière ou s'inspirer des exemples qui ont été montrés par Aurélie ou qui ont été cités par Antoine. Mais effectivement, dans tous les exemples qui ont été cités, moi je constate malgré tout qu'il y a que la barre est relativement haut en termes de compétences à avoir au départ pour participer. Je veux dire, quand on parle de réfléchir aux questions énergétiques, quand on parle de digital, quand on parle de design, etc. Enfin, il faut quand même se rendre compte vraiment du public, de la précarité dans laquelle se trouve le public, en tout cas une partie du public au centre de Serein. Et donc, je veux bien... moi, je pense effectivement qu'il doit y avoir moyen de créer un tiers-lieu autour de thématiques beaucoup plus faciles d'accès. Mais c'est aussi pour ça que je reviens systématiquement et que je plaide pour qu'on reste à l'écoute des besoins des centres d'intérêt des Cérésiens et qu'on parte de là pour y aller petit à petit et ne pas d'emblée leur proposer une thématique qui serait, je ne sais pas moi, la transition énergétique ou que sais-je, parce que là, je pense qu'on va rater la cible dans le sens où on va peut-être trouver des gens pour y participer, probablement. Mais en tout cas, le but du projet Place to Become, du projet IA, c'est vraiment la lutte contre la pauvreté, la lutte contre la précarité. Donc, finalement, on n'a pas au départ une thématique à traiter, un sujet de prédilection à proposer. Notre sujet, ce sont les gens, ce sont les participants, quoi. Donc voilà les réactions que j'aurais envie de... Et alors évidemment, effectivement, il y a beaucoup d'acteurs associatifs qui travaillent sur le territoire, parfois de manière un peu isolée, hein, ça c'est vrai, qui auraient un intérêt... pardon, je m'étale, peut-être que Antoine voulait intervenir, désolé. Je termine là-dessus sur les points qui ont été abordés peut-être. Donc effectivement, les associations travaillent peut-être de manière un peu pointilliste. Effectivement, il y aurait un intérêt à chercher davantage de synergie, de mise en réseau. Mais là, j'aurais encore une question, c'est que on constate aussi sur le terrain qu'il y a malgré tout aussi ce qu'on pourrait appeler des luttes de pouvoir, des luttes d'influence, une forme de concurrence entre les acteurs associatifs sur le terrain. Et dans les tiers-lieux, comment ces questions-là sont-elles gérées, quoi? Ça m'intéresserait vraiment d'avoir un retour sur ces questions-là, parce que ça ne me semble pas du tout évident, même si au départ on peut avoir de très belles intentions. Comment est-ce qu'on fait collaborer, travailler ensemble? Alors oui, on peut avoir des valeurs communes, un objectif commun, mais bon, si au départ ça peut être suffisant pour se mettre autour de la table, est-ce qu'à plus long terme, comment est-ce qu'on fait pour aller plus loin, quoi? Voilà. Je pense que ces interrogations ont suscité des réactions de la part tant de nos spectateurs que d'Aurélie et d'Antoine. Je vais éviter de faire un ping-pong entre deux personnes, mais je reviendrai à Antoine après. Mais Aurélie, je pense qu'il voulait prendre la parole. Et en même temps, je pense pour répondre déjà aux interrogations de Christine, et également, moi, une interrogation que je rejoins dans le public, c'est, et ça revient aux questions de participation de façon générale aussi, c'est qui a le temps de passer du temps dans un espace ouvert avec une machine à café et un Wi-Fi? Qui a le temps de faire de la participation citoyenne? Il y a aussi qui a le temps et l'argent d'aller boire une bière à 4,20 € sur des palettes. Mais comme on l'a dit, il n'y a pas forcément des palettes et des bières à 4,20 € dans tous les tiers-lieux, comme l'a dit Antoine. Mais malgré tout, je pense que c'est des interrogations qui rejoignent aussi celles de Christine. Aurélie, toi qui as une connaissance fine de ces espaces-là, peut-être tu dis éléments de réponse. Une connaissance fine, j'ai plutôt eu une expérience accrue parce que je le vis tous les jours.
En fait, je voulais dire, en fait, par rapport aux exemples que j'ai montrés, c'est sur la route et c'est ceux qui m'ont vraiment impressionné dans leur capacité à mobiliser un très grand nombre de personnes. Et effectivement, j'ai pas eu le temps. Après, je me suis un peu étendue là-dessus, donc j'ai pas vraiment pu parler du 54 dérivations qui fait 400 mètres carrés. Qui accueille 4 utilisateurs résidents, comme on les appelle, avec une conciergerie. C'est une conciergerie de quartier. On est face au quartier de Brest-sous-Droix. On a des services simples comme le yoga, le point ferme, qui s'adresse vraiment à une population très, très large et très diversifiée. Je ne peux pas répondre à la question est-ce qu'il y a des tiers-lieux qui ont été montés par un public précarisé, mais ce que je sais pour l'avoir vu et pour le pratiquer, c'est qu'un public précarisé peut tout à fait trouver sa place dans une dynamique de tiers-lieu et pouvoir par contre être force de proposition là où souvent, par rapport à un service social classiquement établi, on va dire les bénéficiaires sont là et puis l'autorité est là. En fait, dans un tiers-lieu, le bénéficiaire va devenir une partie même de la solution et ça, c'est très innovant en soi. C'est qu'on lui laisse cette place en fait. Et donc, je pense qu'après, la manière dont il va être configuré va amener plus ou moins de tel public à faire tel type d'action. Finalement, c'est une dynamique qu'on met en marche. Je suis assez d'accord avec Antoine sur le côté, souvent quand on fait tiers-lieu, parce que souvent on fait tiers-lieu plutôt que d'être un tiers-lieu, parce qu'être tiers-lieu, ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'ailleurs de se décréter tiers-lieu. Par contre, avoir compris ce qu'on est en train de faire quand on fait un tiers-lieu, ça a beaucoup d'intérêt, parce que là, ça veut dire qu'on va avoir une mesure en termes d'indicateurs, on va essayer de chercher à être performant sur plusieurs niveaux, là où on ne va pas être juste en train de faire de la culture ou du business, c'est de façon beaucoup plus hybride. Mais en soi, je voulais dire que le maillage entre les acteurs sur un territoire peut vraiment être un vrai un objectif en soi, c'est-à-dire de finalement avec les mêmes ingrédients d'établir une nouvelle recette. Et donc ça en soi c'est aussi innovant. Et puis alors le dernier point qui nous a semblé, en tout cas par rapport aux partenaires avec lesquels on travaille maintenant dans le privé, dans le public, c'est qu'on a introduit la notion de tiers de confiance. C'est-à-dire que ceux qui souvent font émerger un tiers-lieu vont être considérés comme des tiers de confiance. Alors, désolée, je vais utiliser un mot anglais parce que je vois que tout le monde n'est pas, mais bon, c'est l'idée du middle ground. Ça veut dire qu'on va être parfois un catalyseur ou une courroie de traduction, de distribution entre des intérêts qui vont être des intérêts parfois publics et des intérêts qui vont être très citoyens, très participatifs, des envies d'empowerment. Et le tiers-lieu, par cette notion de tiers de confiance, va essayer d'entendre à la fois quels sont les besoins du terrain et quel est le cadre finalement institutionnel dans lequel les choses vont pouvoir s'opérer. Et on arrive à matcher parfois avec difficulté. Et donc, je vais juste répondre à la dernière question de Sophie de SPA qui me pose la question du modèle économique. Je l'ai repartagé avec tout le monde d'ailleurs. La bière à 4,20 €, parfois, c'est une solution dans le modèle économique. Si le public, c'est un public bobo qui peut se permettre de payer 4,20 € une bière bio, espérons qu'elle soit locale à ce prix-là, ça se peut, c'est pas toujours le cas. Parfois, il y a des tiers-lieux. Nous, par exemple, on pratique le café suspendu, donc un public qui bénéficie d'un peu plus de pouvoir d'achat va acheter un café pour quelqu'un qui va être dans une autre situation socio-professionnelle ou socio-culturelle. Donc, il y a des enjeux de solidarité qui sont quand même assez forts. En tout cas, ce qu'on peut observer, c'est que même un public qui a un pouvoir d'achat, dans un tiers-lieu, elle veut produire et elle veut consommer sa vie différemment. Elle veut participer à la transition de la société. Et on ne le dira peut-être pas assez ce soir que finalement, ces tiers-lieux, et quand on les observe dans le micro, le macro, le rural, l'urbain, l'étudier, l'émergent ou peu importe, c'est que finalement, derrière tout ça, il y a des gens qui veulent bouger les choses, en fait, qui veulent pousser les lignes et qui veulent le faire vraiment différemment, qui ont compris tout ce qui fonctionnait, mais tout aussi ce qui dysfonctionne et qui cherchent, qui explorent d'autres façons de faire. Voilà. Merci Aurélie. Je pense que Antoine voulait prendre la parole. Évidemment, je glisse des questions systématiquement de façon à aussi faire évoluer les choses. Je pense que moi, il me semble qu'il y avait cette interrogation effectivement de l'anglais, etc. Et c'est vrai qu'on peut se questionner parfois sur, et je pense qu'Aurélie l'a dit aussi,
Tu dis qu'on fait tiers-lieu plus qu'on est tiers-lieu. Et effectivement, moi, j'ai parfois l'impression qu'il y a une forme de branding qui se fait autour de ça. Il y a toute une dynamique, et on en a parlé avec Starbucks notamment, et ça devient un argument commercial. Et ça se construit aussi autour de certaines expressions, et notamment l'utilisation de l'anglais qui répond à certains critères, qui répond à certains symboles. De la même façon qu'on peut le voir dans le hub créatif, c'est généralisé, hein, on le voit dans pas mal de choses, et ça peut se traduire de plein de façons. Mais moi, je me demande dans quelle mesure est-ce que justement ces manipulations de symboles ne vont pas parfois à l'encontre de cette question de la rencontre avec l'autre, et ne conditionnent pas parfois aussi l'accès à ces lieux. Voilà. Mais ceci dit, ouais. Non, je vais essayer de répondre à tout ça. Il y a eu quatre questions, il m'a semblé. Je vais essayer de faire très court. La première sur la question de la lutte contre la précarité. Il faut juste avoir en tête que les premiers tiers-lieux finalement qui ont commencé à émerger, à se structurer en tant que tels, notamment en France, c'était à Saint-Étienne, j'en ai parlé tout à l'heure, et qui avaient justement pour ambition et pour volonté et raison d'être de lutter contre la précarité. L'enjeu était donc de mettre en place des situations permettant à des gens qui connaissaient la précarité à Saint-Étienne, qui était une ville totalement désindustrialisée avec un taux de chômage extrêmement élevé, de permettre à des gens de se prendre en main d'une certaine manière, de leur offrir de nouvelles possibilités. Donc à la base de chez Base, c'était un peu la même chose à Lille, si je dois dire. À la base, c'était qu'on se retrouvait avec des personnes qui n'arrivaient pas à intégrer le milieu, n'arrivaient pas à trouver d'emploi ou n'arrivaient pas à intégrer certains domaines. Et donc, on a créé des situations pour les équiper finalement et leur permettre de devenir, de s'indépendantiser avec plus ou moins de réussite, mais en tout cas, c'était l'intention initiale. Le deuxième point, encore sur la précarité, c'est que je vous invite quand même à regarder le travail qui a été fait notamment par Sophie Ricard à Boulogne-sur-Mer, qui est une ville qui connaît justement une énorme précarité. Son travail a trait à l'aménagement urbain, et elle utilise finalement le tiers-lieu, la question du tiers-lieu, la configuration des tiers-lieux pour réaménager certains territoires désœuvrés, notamment Boulogne-sur-Mer, avec un concept de permanence architecturale qui permet d'articuler les différentes énergies sur les territoires pour déterminer le devenir d'un périmètre. Il y a aussi l'exemple de Los Angeles, comme vient de le dire Aurélie, et effectivement sur lesquels les tiers-lieux étaient quand même assez impliqués dans un premier temps, et notamment lors de la création de Movilab, si je ne me trompe pas. Au niveau, sur la question de la lutte des pouvoirs, nous avons finalement des garde-fous contre cette lutte des pouvoirs. Alors, je ne dis pas qu'on les éteint toutes, mais quand on dit qu'on travaille sur du commun, c'est pas simplement sur un niveau très élevé, c'est pragmatique. Tout à l'heure, je parlais d'organisation juridique. Lorsque l'on utilise, nous, si je prends un exemple très concret, le 3DD est gratuit. La condition pour avoir accès au 3DD, c'est de documenter ce que l'on fait. Il y a un contrat qui s'appelle des conditions générales de contribution qui fait que lorsque les personnes rentrent dans le 3DD, qui est tout à fait gratuit, ils sont obligés de documenter ce qu'ils font. Ce qui veut dire que tout ce que les personnes vont faire vont intégrer un patrimoine d'informations communs qui va être utilisable par chacun. Donc, ça ne détruit pas totalement les égaux, mais ça permet de travailler sur une intention commune qui est plus loin, tout ça par cette logique de documentation et par l'intention de travailler sur des formes de copyleft. On est là sur la définition de Elinor Ostrom du commun, des personnes qui se réunissent pour gérer en commun une ressource. Et je pense, en tout cas à l'expérimentation, c'est ce moyen-là que l'on a trouvé pour aplanir les luttes de pouvoir, parce que finalement, il y a une chose qui reste et qui est commune à toutes. Troisième point, qui a le temps d'intégrer cela? Eh bien, en fait, les tiers-lieux ont pris cette forme, la forme qu'ils ont, comme je l'ai dit, parce que ça répond à des nouvelles sociabilités. Dans cette nouvelle sociabilité, bon gré mal gré, il y a quand même une évolution des manières de travailler avec une forme de flexibilité. Donc, effectivement, il y a des personnes qui peuvent intégrer à leur travail, et nous sommes des chercheurs, pour beaucoup d'entre nous, on est des chercheurs ou nous l'avons été d'une manière ou d'une autre. On peut intégrer dans notre travail ce lieu-là. Je suis sûr que certains d'entre vous vont travailler dans des bistrots. C'est un peu la même chose, on peut tout à fait travailler. La deuxième chose, c'est peut-être par la nécessité. Souvent, on va dans les tiers-lieux par nécessité. Alors, il y a toujours cette idée que dans les consultations publiques, les personnes qui viennent, ou les concertations, les personnes qui viennent sont ceux qui ont le temps, et généralement sont des personnes à la retraite
qui viennent pour souvent dire non. En Suisse, on dit les Nein-Ziger, des gens qui viennent pour travailler sur l'aménagement urbain en disant non. D'ailleurs, en Suisse, en ce moment, il y a quelques négociations qui se font. Il y en a à Liège aussi, Antoine, hein, sans vouloir. Nein-Ziger, j'en suis sûr. Okay. Quoi qu'il en soit, je pense que ça dépasse ça. Il y a vraiment la notion de précariat. J'aime bien cette notion de précariat qui s'est construite il y a quelques temps et qui correspond vraiment aussi à un des publics importants dans les tiers-lieux. Donc, des personnes qui ne se retrouvent pas dans d'autres contextes, qui sont un peu les moutons noirs, si je puis dire, même si c'est très large et un peu cliché ce que je dis là. En tout cas, qui voient là un lieu d'opportunité. Et il n'y en a pas 50 dans une ville. Il y en a même très, très peu. Il y en a rarement. Et puis, généralement, les institutions publiques ne permettent pas ça. Les institutions privées, bien moins. Donc, le rôle du tiers-lieu aussi, c'est de donner cet espoir-là en accueillant déjà, ne serait-ce qu'accueillir ces différences. Il y a des gens très différents qui viennent dans les tiers-lieux. Et ne serait-ce que permettre à une personne qui se sent différent dans d'autres endroits de venir et puis d'être lui-même, qu'il reste isolé ou qu'il interagisse sans arrêt, mais ça lui donne une forme de socialisation. Et cet aspect de socialisation fait qu'on peut sans doute accueillir un public beaucoup plus large que les simples mangeurs de quinoa. Et quant au dévouement des mots par le marketing, c'est aussi la preuve que quand on parle de tiers-lieux et de ces nouvelles socialités, ça devient bon gré mal, encore une fois, un marché. Et donc, c'est peut-être malheureusement le pendant à cette diffusion dans tous les territoires. Et donc, c'est pour ça que nous, avec les acteurs avec qui on travaille, on a tendance à essayer de mettre des garde-fous pour que le marketing, s'il tente à dévouer les mots, ne dévoue pas les choses. Et c'est aussi le rôle de la recherche, faire ça, parce que la recherche en sciences sociales, en sciences humaines et sociales, est souvent assez flemmarde sur la question des tiers-lieux et va justement pointer le fait que le marketing s'en appart, mais n'essaye pas de creuser plus loin en allant voir l'antériorité du tiers-lieu et son histoire, son historique qui remonte très bien plus loin qu'Oldenburg. Donc, il ne faut pas que le marketing dévoue les mots, mais il ne faudrait pas que les sciences sociales, par flemme, participent à dévouer les choses sans accuser personne, bien évidemment. Le tiers-lieu, comme je disais, ça reste un lieu de la critique, quoi qu'il en soit. Et si la diffusion des tiers-lieux dans le monde continue à se réaliser, moi je me réjouis à partir du moment où il y a ces contraintes, et comme je dis, nous on passe par le juridique avec la question du commun et du copyleft, qui permet de créer ce patrimoine d'information commun, qui permet de garantir cette idée de lieu de la critique. Et je vais finir par là. C'est vrai qu'en France, il y a un point qui est quand même assez questionnable, c'est qu'on se retrouve dans une situation assez inédite dans l'histoire, c'est que les pouvoirs publics sont en train de construire une politique publique, finalement, sur des lieux critiques. Donc, finalement, on a une forme de marchandisation du lieu de la critique. Et c'est assez intéressant ce que ça veut dire historiquement ou ce que ça peut dire historiquement. Merci Antoine pour cet exercice de quadruple réponse tout à fait épatant. Je fais quand même mon mea culpa par rapport à Oldenburg. Comme je l'ai dit, je ne suis pas du tout un expert du tiers-lieu, mais il me semble que malgré tout, Oldenburg reste la référence un peu pilier à chaque fois qu'on en parle. Alors, à tort ou à raison, tu le sais certainement mieux que moi. Je vais peut-être enchaîner notamment sur une question de Stéphanie qui me disait branding, est-ce que le terme de tiers-lieu n'est-il pas seulement trop théorique? Pourquoi devoir coller une étiquette sur ces lieux? Chacun son nom, chacun sa spécificité. Moi, je trouve que ça a trait notamment au fait que, de ce que tu disais, Antoine, sur le fait que les tiers-lieux seraient des expressions des formes de sociabilité différentes suivant les temps, suivant les lieux aussi, je pense. Et juste, c'est en tout cas c'est ce que j'ai compris à un moment. Tu pourras me corriger peut-être plus tard, mais en tout cas la façon dont je l'ai compris, c'est que les tiers-lieux peuvent être interprétés comme des formes d'expression des différentes sociabilités qu'on peut retrouver. Et en même temps, tu disais qu'il y a un développement que vous développez vous tentez de développer une compréhension à l'échelle mondiale des tiers-lieux. Et donc, justement, dans cette question de la transposabilité des modèles, moi, j'aimerais bien d'abord me tourner vers Christine pour lui demander à quel point, elle qui connaît mieux le contexte sereysien, à quel point est-ce que finalement, quels sont les usages possibles que tu pourrais voir dans les tiers-lieux à Sorain? Quelle pourrait être la spécificité de ce tiers-lieu ou pas tiers-lieu, ou cette Creative Station, cette ruche de projet?
qui serait plus spécifique à Serein. Voilà. Et juste avant que Christine intervienne, il reste normalement 5 minutes, donc je pense que ce sera sans doute la dernière question pour aujourd'hui. Voilà, merci. Vas-y, Christine. Merci. Je pense que ça rejoint un peu de ce que je disais tout à l'heure. J'ai l'impression qu'une des spécificités devrait être vraiment de partir des centres d'intérêt des Cérésiens et qu'ils puissent proposer dans ce lieu tout type d'activité en plaçant la barre relativement, je ne sais pas s'il faut dire bas, mais en tout cas, effectivement, en essayant de communiquer de la manière la plus inclusive possible, en évitant effectivement les termes anglais, le jargon, l'esthétique palette, enfin, tout ce qui peut éventuellement constituer peut-être un frein symbolique à l'implication de certains citoyens. Parce qu'on le sait, ces barrières symboliques, elles sont très importantes, même si l'intention au départ est d'être ouvert, inclusif et de dire la porte est ouverte à tout le monde, venez. Mais ces barrières invisibles dont on n'a pas conscience, elles sont là malgré tout, j'en suis persuadée. Et par ailleurs, c'est sûr qu'en France, on a fait du tiers-lieu un instrument de l'action publique et de la transition économique des territoires. En tout cas, c'est un peu l'ambition. Ici, reste la question de comment va se positionner l'acteur public cérésien par rapport à ce projet. Parce que là, c'est vraiment la grosse inconnue. Voilà, un des gros enjeux, c'est la mobilisation des citoyens, mais le deuxième gros enjeu, c'est quel rôle va se donner l'acteur public, puisque on est dans un lieu qui serait mis à disposition par l'acteur public, et donc comment va-t-il se positionner? Est-ce qu'il entend régenter le lieu? Est-ce qu'il acceptera de laisser une certaine liberté dans la gestion du lieu aux associations ou aux citoyens qui s'impliqueraient dans la démarche? Ça, c'est vraiment une des grosses questions, parce qu'effectivement, l'idée, ce n'est pas de refaire un énième service public, une énième permanence, où effectivement les gens viennent dans une posture de demandeurs, de bénéficiaires exclusivement, mais l'idée est voilà, de les amener, de les inviter à prendre une posture et un rôle plus actif. Donc, oui, ça va vraiment être la question, je pense, dans les semaines et les mois qui viennent. Et sans doute va sortir de là une spécificité cérésienne ou pas. Voilà, je ne sais pas quelle sera l'issue de cette démarche. Et à ce titre, je relève une question de Dominique Mangeot, qui rejoint un peu aussi cette question des tiers-lieux comme lieu de critique que Antoine suggérait, qui disait à Serein, il y a beaucoup de précarisés qui n'ont pas l'habitude d'être écoutés et entendus. Les acteurs publics seraient-ils vraiment prêts à voir émerger un ou des tiers-lieux où le citoyen pourrait se faire entendre? Et ça, effectivement, je pense que c'est une question assez centrale aussi, de pouvoir se dire ce genre de choses. Je vois que Aurélie et Antoine veulent prendre la parole. Je vais donner la parole à Aurélie aussi. Peut-être aussi, voudrais-tu, je suis sûr, mais tu n'es pas obligé, parler de la transposabilité enfin, dans quelle mesure est-ce que Dérivation 54 serait transposable ou pas à Serein selon toi, mais peut-être que ce n'était pas du tout là-dessus, sur ces sujets-là que tu voulais réagir. En 30 secondes chacun. Je voulais réagir en disant que le pouvoir public est quand même un facilitateur et souvent un stabilisateur aussi du modèle des tiers-lieux. Antoine parlait du modèle PPP, donc public, privé et citoyen. On le voit et on le constate qu'en tout cas pour une viabilité, une pérennisation du modèle des tiers-lieux, souvent le pouvoir public est mis est mis à la table des conversations, et souvent les tiers-lieux viennent aider la fonction publique. Finalement, on vient répondre à des besoins qui sont pas encore finalement assouvis par d'autres structures publiques du quartier. On est dans un espace de dialogue pour pas se contrecarrer en quelque sorte. Et puis alors pour la question du 54 dérivation, je dirais que oui, un tiers-lieu pourrait naître à Serein. Je dirais que non, ça ne sera pas le 54 dérivation.
ce serait un tiers-lieu sereysien compte tenu des ressources locales, des enjeux, des besoins, etc. Puis après, il faut souhaiter qu'il y ait l'équipe et l'animation pour faire pour mettre ce projet en œuvre, si c'est ça dont les pouvoirs publics aussi pourraient avoir envie à Seraing dans les prochaines années. Voilà. Antoine, tu voulais réagir? Oui, je voulais réagir sur la première question, et puis je pense qu'on n'a pas le temps, mais juste rapidement sur la première question qui était liée à l'espace public, où je ne sais pas trop, je ne me souviens plus exactement de la question. En tout cas, ce qui me semble intéressant, mais là je pars peut-être à un niveau un peu plus conceptuel, et il me semble que c'est intéressant à terme finalement de le voir comme ça, c'est d'arriver à positionner le tiers-lieu à un niveau conceptuel qui soit similaire au marché ou à l'espace public. Le marché ou l'espace public sont des abstractions qui s'incarnent dans des décors. Le tiers-lieu, c'est un peu la même chose. Le tiers-lieu est une abstraction, une configuration sociale abstraite et qui s'incarne dans un décor et qui ce décor fait que, finalement, et c'est peut-être là pour conclure, c'est en cela qu'il est différent de l'espace public. Le but n'est pas simplement aux Sereisiens juste de se faire entendre comme un public devant ses représentants. Mais le but, comme je l'ai dit, c'est quand même d'arriver à construire avec. Et une des solutions que nous, on est en train d'expérimenter et qui me semble porteuse, c'est de cibler une problématique d'intérêt général à Seraing, et puis de la travailler, ce que moi j'ai appelé des partenariats publics-privés particuliers, mais de impliquer les habitants dans pas la résolution, mais dans le design de l'action publique. C'est une des solutions qui peut être, et qui à mon avis va être travaillée dans les années à venir d'une manière ou d'une autre. Et Seraing ce serait très intéressant de voir ça à Seraing, étant donné les particularités du territoire, et je me réjouirais de le voir. Voilà. Les habitants travaillent avec les acteurs publics et les acteurs privés à une problématique d'intérêt général et utilisent le tiers-lieu justement pour se réunir et pour co-construire, si on utilise des mots vulgaires, la co-construction, pour co-construire ensemble une forme d'action publique qui demanderait des nouveaux types de partenariats.